fermez pas la porte à la relativité directement aujourd'hui, prenez le temps de la digestion, ok, ça va se faire, et vous allez voir que les de vagues de terminale sont sans problème, même en relativité, d'accord? Et en termes de connaissances et de savoir-faire, c'est bien moins important que la mécanique que l'on a vue cette année, ok? Donc vraiment, il faut effectivement se tordre un petit peu notre esprit à cette vision relativiste du monde, d'accord? Parce que c'est pas quelque chose que l'on vit au quotidien, mais vous allez voir, rien qu'avec l'expérience de pensée faite par Einstein dans l'activité documentaire 2, ça pose bien la situation et on la comprend, je pense, de manière assez aisée. Si ce n'était pas le cas quand vous l'avez fait tout seul de votre côté, on va le défricher ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je disais à ceux qui sont arrivés plus tôt sur la séance, l'activité documentaire 1 n'est pas une activité exigible au niveau terminal. C'est moi qui ai voulu la mettre pour vous faire un petit peu d'histoire des sciences, parce que c'est toujours intéressant de savoir, tiens, qu'est-ce qui s'est passé en fait, comment on en est arrivé là, plutôt que de balancer directement l'information. Ça, c'était mon point de vue. Donc, si ça vous passe au-dessus et que vous n'y voyez aucun intérêt, pas de souci, d'accord? Mais admettez donc qu'on puisse passer un petit peu de temps sur cette activité documentaire 1 avant d'arriver sur l'activité documentaire 2 qui cible vraiment le programme de terminale. Alors, nous y allons. Dans cette première activité, le but est de découvrir l'invariance de la vitesse de la lumière. Si vous regardez dans l'objectif, l'invariance de la vitesse de la lumière, cela signifie que la vitesse de la lumière ne varie pas. Alors, pourquoi on s'est posé cette question? D'abord, pourquoi on s'est dit, tiens, c'est vrai que vous, depuis que vous êtes en classe, on vous dit, la vitesse de la lumière vaut tant, puis on ne vous a jamais dit, tiens, elle vaut tant là, elle vaut tant ici, etc. Elle dépend du référentiel ou quoi que ce soit. Donc, la question s'est posée pourtant au XVIIIe ou XIXe siècle. Donc, on y va. En cherchant à mesurer l'influence du mouvement de la Terre sur la célérité de la lumière dans le vide, les physiciens du XIXe siècle ont fait une découverte inattendue qui révolutionnerait la physique. Alors, reprenons document 1. Je vais relire les documents assez rapidement pour ceux qui n'auraient pas eu le temps ou n'auraient pas eu envie de faire l'activité documentaire. On va parler de la mécanique de Galilée. Vous reconnaissez dans le nom propre Galilée l'adjectif galiléen que l'on a utilisé cette année en mécanique. Donc, pour Galilée, il n'existe pas de référentiel absolu. C'est-à-dire, il n'y a pas un référentiel qui se démarque des autres. Et en fait, toutes les lois de la physique sont les mêmes dans n'importe quel référentiel que l'on a dit galiléen, c'est-à-dire dans lesquels les lois de Newton sont respectées. La vitesse d'un système ne peut donc être définie que relativement à un référentiel, puisqu'il y a le référentiel number one, d'accord? Tous les référentiels se valent et donc forcément, quand on définit la vitesse d'un système, on la définit par rapport à un référentiel. On parle de relativité galiléenne. Le terme relativité sous-entend par rapport à. Quand on a parlé de relativité du mouvement en secondes, on a dit que le mouvement dépendait du référentiel. Par rapport au sol, j'ai ce mouvement. Par rapport à la voiture qui passe, j'ai ce mouvement. D'accord? Donc relativité, relatif à, ça veut dire par rapport à. On calcule alors la vitesse de n'importe quel système à l'aide de la loi de composition des vitesses. Alors, que veut-elle dire? Cette loi de composition des vitesses est assez intuitive. Si on considère un système A en mouvement dans un référentiel B, lui-même en mouvement par rapport au référentiel terrestre T, alors on peut écrire que la vitesse de A par rapport au référentiel terrestre est égale à la vitesse de A par rapport au système B plus la vitesse de B par rapport au référentiel terrestre. Vous retrouvez une espèce de loi Pauchal dans cette histoire-là. Si vous regardez A par rapport à T, c'est A par rapport à B plus B par rapport à T. OK? Alors, on va appliquer cette loi de composition des vitesses dans la première question. Ça va vous permettre de comprendre ce que l'on observe dans la vie de tous les jours et de comprendre un petit peu cette relation, de s'apercevoir que finalement, oui, bien sûr, je sais l'appliquer dans la vie de tous les jours. Alors, dans le document 2, on vous parle de l'hypothèse de l'éther. Alors, au XIXe siècle, on met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière, c'est-à-dire on met en évidence les phénomènes de diffraction et les phénomènes d'interférence dont on a parlé en début d'année. Donc, on se dit alors que la lumière est une onde et comme les ondes mécaniques que l'on connaît alors, l'eau qui se propage, la houle qui se propage à la surface de l'eau,
ondes qui se propagent dans l'air, et bien, comme ces ondes mécaniques-là, et bien, les ondes électromagnétiques, forcément, ont besoin d'un milieu de propagation. Et alors ça perturbe le monde scientifique et on se dit, bah, ok, quel est le milieu de propagation pour une onde électromagnétique? On va l'appeler l'éther. Alors l'éther, c'était déjà, ça existait déjà au niveau de la mythologie. L'éther, c'était l'air, on va dire l'air précieux pour respirer les dieux, à l'inverse de l'air lourd qui était plutôt pour les humains, les mortels. Donc ce mot éther existe déjà donc, dans l'histoire. Il est repris aussi par Platon, le philosophe. Et donc on appelle l'éther ce milieu de propagation donc, auquel évoluent ces ondes telles que la lumière. Et dans cet éther, la lumière donc, se propagerait à la vitesse constante que l'on sait mesurer, 300 000 km par seconde environ. Donc, si vous regardez le schéma du document 2, vous voyez donc une Terre qui se déplace autour du Soleil dans ce milieu de propagation qu'on appelle l'éther. Et donc, dire que la Terre se déplace dans l'éther revient à dire que la Terre serait immobile et qu'il y aurait un vent d'éther. D'accord? Ça revient au même. Soit vous courez, par exemple, vous courez, vous voyez que vos cheveux partent vers l'arrière, d'accord? Ou alors vous êtes immobile et vous avez un courant d'air qui envoie vos cheveux vers l'arrière, ça revient au même. Donc, cette notion de vent d'air, ça revient à la même chose. Donc, voilà, les scientifiques disent, bon, ben, la Terre se propage, évolue dans ce qu'on appelle le milieu l'éther. Alors, ce milieu est quand même super bizarre, parce que ce milieu, il doit permettre la propagation d'une onde. Et cette onde, qui est la lumière, ici, se propage super vite. Donc, c'est un milieu qui est quand même suffisamment rigide pour permettre à la lumière de se propager très vite. Si le milieu est trop mou, bien la lumière ne pourrait pas se propager très vite. Donc, il faut que ce milieu soit suffisamment rigide. Bon, ben, c'est pas complexe, un milieu rigide, et pourtant, la Terre, tous les astres de l'univers évoluent dans ce milieu sans subir de frottement. Donc, c'est très handicapant. Ils sont vraiment très embêtés. Alors, dans ce cas-là, Michelson et Morley, qui sont donc deux scientifiques, des physiciens américains, vont essayer de mettre au point une expérience pour mettre en évidence, pour mesurer par exemple, la vitesse de déplacement de la Terre par rapport à l'éther. Ils construisent ce qu'ils ont appelé l'interféromètre, que l'on connaît sous le nom d'interféromètre de Michelson et Morley. C'est un immense dispositif dont la distance ici est de 10 mètres. D'accord? Donc, le bras de l'interféromètre mesure 10 mètres, donc c'est quelque chose de conséquent. Le but est donc de mettre en évidence la vitesse de déplacement de la Terre par rapport à ce milieu de propagation, l'éther. Alors, on vous raconte l'expérience. On a ici à gauche une source monochromatique, donc qui émet une onde avec une seule longueur d'onde, très bien, comme un laser. Cette onde monochromatique rencontre un miroir semi-transparent. S'il est semi-transparent, une partie va pouvoir traverser, c'est le rayon vert que vous voyez. Il rencontre ce rayon vert, un miroir M2 sur lequel il se réfléchit totalement, il repart vers la lame semi-réfléchissante, etc. et vient taper sur un écran. De la même façon, une partie du rayonnement rose, lui, au lieu de traverser, va se réfléchir directement sur le miroir semi-transparent, va buter sur le miroir M1 et renvoyer et se retrouve ici sur un écran, d'accord, là où se place l'observateur et les détecteurs. Et on se retrouve dans le cas d'interférences, puisqu'on a compris que pour faire des interférences, il fallait superposer des ondes électromagnétiques qui étaient cohérentes, qui avaient la même fréquence, donc issues de la même source, et qui étaient cohérentes, c'est-à-dire qui présentaient un déphasage constant. Pour ceux qui ne se rappellent pas trop, je vous renvoie à votre cours sur les interférences. Donc c'est bien le cas là. On a une seule source, et on a des ondes qui parcourent des chemins différents. Donc, si elles parcourent des chemins différents, je m'attends à une différence de marche et donc à des franges d'interférence, comme on a vu dans le cours. D'accord? Donc, voilà, un interféromètre pour créer une figure d'interférence. Alors, donc, je vous ai raconté tout ça. Voilà. OK, donc on en est là, au bout du document 3. Si la Terre avait un mouvement par rapport au référentiel de l'éther, la vitesse de la lumière serait différente dans les deux directions perpendiculaires. Cela devrait donc affecter la figure d'interférence d'une manière
selon l'orientation de l'interféromètre par rapport au sens de déplacement de la Terre. Allez, je reviendrai sur la suite ici. Alors, on attaque les questions. Dans un référentiel terrestre supposé galiléen, on considère deux voitures A et B animées d'un mouvement rectiligne et uniforme. Première situation, on a la voiture A qui a une vitesse de 60 km/h, qui se déplace sur une droite AB de A vers B. Et à l'inverse, en sens contraire, vous avez une voiture B qui arrive à une vitesse un petit peu moindre, donc de B vers A. Dans la deuxième situation, vous prenez les deux mêmes voitures. La voiture A va toujours pareil de A vers B, mais la voiture B va, elle, de A vers B également dans cette deuxième situation. On vous demande de faire un schéma. Donc, j'espère que le schéma pose de problème à personne. C'était la question sympa de l'activité documentaire 1 où j'avais pas grand-chose à faire. Voilà ce qui se passe. D'accord? Donc, j'espère que tout le monde le voit. J'ai la voiture A, la voiture B. Dans la première situation, elles vont en sens inverse l'une de l'autre. Dans la deuxième situation, elles vont dans le même sens. Allez, question suivante. Faire un schéma, c'est fait. Question suivante. Non, j'ai raté la question, pardon, je ne l'ai pas, donc je retourne ici, je pensais l'avoir mise. Deuxième question, donnez les caractéristiques du mouvement de la voiture A par rapport à la voiture B. Allez, qu'est-ce qu'on attend de vous quand on demande les caractéristiques d'un mouvement? Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, je vois uniforme, rectiligne, ok, on va arriver à tout. On a tout ce qu'il faut du coup. Parfait. Mouvement rectiligne uniforme. J'espère que ça pose de problème à personne. On va pouvoir le vérifier par la suite si ce n'était pas évident. Donc, mouvement rectiligne, c'est-à-dire si je suis A et que je regarde B, je le vois passer et là, un mouvement rectiligne, effectivement, et il se déplace à vitesse constante par rapport à moi. Que ce soit du point de vue de A ou du point de vue de B, l'orientation est la même. Quand je regarde l'autre véhicule, je le vois en déplacement rectiligne à une vitesse constante. D'accord? Et le but est de calculer la vitesse, justement, la vitesse de A par rapport à B, dans les deux situations. Alors, soit vous le faites de manière intuitive, soit vous avez recours au document 1 qui vous rappelle la loi de composition des vitesses. Donc, moi, je vais m'appuyer sur le document 1 puisqu'il est là. Donc, la loi de composition des vitesses dit que la vitesse de A par rapport à T est égale à la vitesse de A par rapport à B plus la vitesse de B par rapport à T. Moi, je veux la vitesse de A par rapport à B. Donc, je vais l'exprimer à partir de cette relation et je vois très simplement que la vitesse de A par rapport à B, c'est la vitesse de A par rapport au référentiel terrestre moins la vitesse de B par rapport au référentiel terrestre. J'espère que ça, c'est bon pour tout le monde. Donc, c'est ce que je vous ai écrit ici. Hein? Je vous ai repris la loi de composition des vitesses. J'en déduis donc la vitesse de A par rapport à B. OK? Comment on fait pour passer maintenant d'une expression vectorielle à une valeur, puisque c'est ce qu'on me demande, quelle est la valeur de la vitesse de A par rapport à B? Alors, rappelez-moi comment on doit faire, avec rigueur. Là, on se retrouve comme en mécanique. Hein. Dès qu'on a une expression vectorielle et qu'on veut annuler les vecteurs, ça ne se fait pas aussi simplement que, hop, je barre les vecteurs. Il faut réfléchir et il faut, quel est le terme, quel est le verbe que j'attends? Il faut. Ah, merci Agathe. J'ai cru que ça n'allait pas arriver. Il faut projeter les vecteurs. Allez, vous me projetez à gauche et vous me projetez à droite, s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire, vous prenez l'expression donc ici qu'on a, là, V de A par rapport à B, égale V de A par rapport à T moins V de B par rapport à T, et vous me projetez ça dans le cas 1 et vous me projetez ça dans le cas 2. D'accord? C'est très important de savoir faire ça. Tout le monde doit savoir projeter donc une expression vectorielle sur les axes d'un repère. Alors,
On va le projeter sur OX, parce que sur OY, on a des vecteurs qui ont une coordonnée qui vaut 0, hein, puisque le vecteur est horizontal, donc sa composante sur OY est nulle. Donc, évidemment, on va projeter sur l'axe OX, qui est l'axe horizontal. Donc, qu'est-ce que ça devient? V2A par rapport à B est donc égal à quoi? V2A par rapport à T, quand je vais le projeter, est-ce que je peux enlever le vecteur directement comme ça? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? C'est ça, on se pose la question. Dans quel sens il est? C'est ça qui va intervenir. Alors, je n'ai pas de retour, donc tant pis. Oui, il est positif. OK, c'est V de A par rapport à T. Très bien, ça ne va rien changer. Et ensuite, moins V de B par rapport à T. Mais V de B est comment par rapport à OX quand je le projette? V de B est orienté vers la gauche, donc il est négatif. Très bien. Or, vous avez déjà un signe moins. Donc, ça devient quoi? OK, plus. OK, je vous donne donc du coup le résultat ici. Vous projetez sur l'axe OX. Cette relation-là devient celle-ci. Moins par moins, ça donne plus. Et donc, la vitesse de A par rapport à B, c'est la vitesse de A par rapport à la Terre, plus la vitesse de B par rapport à la Terre. Or, la vitesse de A par rapport à la Terre, on m'a dit que c'était 60 km par heure et que B roulait à 50 km par heure. Donc, ça veut dire que par rapport à B, si je suis dans B, si je suis dans la voiture B, eh bien, quand je regarde la voiture A, tout se passe comme si moi j'étais immobile et que la voiture A roulait à 110 km par heure par rapport à moi. D'accord? Ça, c'est la vitesse relative l'un par rapport à l'autre. J'espère que c'est clair, que vous comprenez bien. Et en plus, ça rend compte de ce qui se passe dans la vraie vie. Quand vous êtes sur l'autoroute, vous avez l'impression que les voitures qui sont dans l'autre sens vont plus vite que les voitures que vous dépassez ou qui vous doublent. D'accord? Donc, j'espère que c'est bon, c'est cohérent pour vous. Par contre, vous ne l'auriez peut-être pas montré de manière rigoureuse. Donc là, j'ai utilisé la loi de composition des vitesses de manière rigoureuse en projetant et je trouve 110 km par heure. Maintenant, si j'applique cette même loi de composition des vitesses à la situation 2, je me rends compte que comme les vitesses A et les vitesses B et la vitesse B sont toutes les deux orientées vers la droite, quand je vais projeter, je n'ai pas de signe moins qui apparaît. Donc, l'expression devient V de A par rapport à B égale V de A par rapport à T moins V de B par rapport à T. Et c'est donc égal à 10 km par heure. D'accord? Donc 60 moins 50. Très bien pour Victor, je lisais en même temps, c'est pour ça que… Parfait, très bien. OK? C'est clair pour tout le monde? Donc, première question, j'ai compris. Après, le but maintenant va être de faire le lien entre ce qu'on vient de faire dans cette première question et la suite. D'accord? Donc ça, c'était important. Déjà, ça nous a permis de revoir la composition des vitesses qu'on avait vraiment jamais eu l'occasion de faire. Donc, c'était pas plus mal. Donc, très bien, j'ai compris que la vitesse relative est plus importante quand ça va en sens inverse que quand ça va dans le même sens. Alors, question suivante. Dans la mécanique classique, les règles de composition, addition ou soustraction des vitesses s'appliquent. Si on remplace une voiture par un signal sonore, on peut appliquer les mêmes règles de composition des vitesses. Donc maintenant, ce que l'on va faire, pour faire le parallèle avec ce qui se passe dans l'interféromètre de Michelson, c'est de remplacer une des voitures par un signal lumineux, donc ce sera la lumière qui se propage, et l'autre, donc l'autre voiture sera le support de l'interféromètre, c'est-à-dire l'interféromètre, le dispositif, que l'on a orienté de telle façon que l'axe SOM2, regardez en même temps, SOM2, hein, cet axe-là, SOM2, soit parallèle à la direction de la vitesse de la Terre. Donc, l'interféromètre, ici, est placé de telle manière qu'il se déplace dans la même direction que la Terre. Vous voyez ici le sens de déplacement de la Terre, vecteur V. Donc, on a orienté l'interféromètre de telle manière à ce que l'axe SOM2 soit parallèle à la direction de la vitesse. OK, on vous dit que notre référentiel d'étude est l'éther. D'accord? On n'est plus dans cet éther qu'on essaie de mettre en évidence. Alors, oui, elle tourne la Terre. Pour l'instant, ça ne va… En quoi c'est gênant, Victor? Mais elle tourne la Terre, comment ils ont fait? Qu'est-ce qui est dérangeant? Puisque l'interféromètre est fixe sur la Terre, il se déplace avec la Terre. D'accord?
Donc, ce n'est pas gênant. Il aura toujours, si tu ne le déplaces pas lui-même à la surface de la Terre, eh bien, il se déplacera toujours avec la même direction. Et il suivra donc la direction de la Terre. J'espère que c'est clair pour toi. Alors, notre référentiel d'étude et les terres, notons C, la vitesse de propagation de la lumière dans les terres, et on va raisonner de la même façon que dans l'exercice 1, c'est-à-dire on va vous demander d'écrire la vitesse de la lumière par rapport au support. OK? Sur la portion de trajet OM2, et sur le retour M2O. Donc, on va commencer par faire ça. Et pour faire ça, je vais vous demander de faire un parallèle tout simple. On va faire une analogie, comme ça on ne reprend pas tout le raisonnement précédent. Dites-moi qui sera la voiture A, qui sera la voiture B, qui sera le référentiel terrestre ici, dans le cas de cette expérience. D'accord? On suit vraiment ce qu'on nous a dit, on suit l'énoncé proposé au-dessus. Donc, qui sera la voiture A? Dites-moi. Victor, le dispositif est solidaire de la Terre. Il est à la surface de la Terre. Donc, le dispositif évolue avec la Terre. D'accord? Donc, pose-le là-dessus. Tiens, Victor, regarde ma souris. Tu poses ce dispositif ici, à la surface de la Terre. Si tu ne touches pas le dispositif, bah, il se déplace. Et il se déplace toujours pareil. D'accord? Et la direction du bras SOM2 sera toujours dans la direction de la vitesse, puisqu'il est solidaire de la Terre. D'accord? Ça, c'est si tu ne touches pas l'interféromètre. Alors, la Terre tourne sur elle-même. OK, d'accord. OK, je n'avais pas compris que tu parlais de la Terre tourne sur elle-même. C'est parce que tu avais écrit au plus haut. Donc, la Terre tourne sur elle-même. Effectivement, tu as raison. Globalement, si on fait une moyenne, globalement, l'axe SOM2 reste, d'accord. Alors, attends, comment te dire? SOM2. OK. Alors, je comprends ce que tu me dis, Victor. L'histoire, c'est que l'expérience a duré 6 ans. D'accord? Donc, ils arrivaient à ne pas être gênés par cette rotation, effectivement. Très bonne question. Je n'y avais pas pensé, Victor. Tu as raison, Victor. OK. Alors, du coup, je reviens sur l'analogie. L'analogie, donc, qu'est-ce que me proposait Simon? La voiture B, c'est le vent de machin, donc l'éther, d'après ce que tu me dis. Alors, je vais relire l'énoncé parce que je n'ai pas l'impression que ce soit clair. Regardez. Si on remplace une voiture par un signal sonore, on peut appliquer les mêmes règles de composition. Maintenant, remplaçons une voiture par un signal lumineux. Donc, la voiture A, ce sera par exemple la lumière, et l'autre, le support de l'interféromètre de l'expérience décrite. Bon, l'autre voiture, ce sera l'interféromètre, le support de l'interféromètre. OK? Et notre référentiel terrestre est remplacé par quoi? Regardez ce qui est écrit ici. Notre référentiel terrestre, ce sera les terres. OK? Donc, on se place, cette fois, on n'est plus sur la Terre, on est au-delà, et notre référentiel d'étude est les terres. Donc, voilà l'analogie. La voiture A, c'est la lumière. La voiture B, ce qu'on a dit, c'est le support de l'interféromètre. Et le référentiel terrestre, c'est le référentiel d'étude, les terres. D'accord? OK, donc je n'ai fait que faire l'analogie. Alors maintenant, on me demandait, si je reviens à la question, pour que tout le monde comprenne bien, on me demandait d'écrire la vitesse de la lumière par rapport au support sur la portion de trajet OM2, puis sur le retour M2O. De O à M2, on me demande d'écrire la vitesse de la lumière par rapport au support, O à M2. Vitesse de la lumière par rapport au support. Si je regarde ce que j'ai écrit au-dessus, c'est la vitesse de A par rapport à B que l'on me demande. C'est ce que j'ai fait dans la question 1. D'accord? Donc, la vitesse de A par rapport à B. C'est la vitesse de la lumière par rapport au support. Donc, ça, je l'ai déjà fait. Il suffit juste que je comprenne ce qui se passe de O à M2.
de O à M2, est-ce que c'est la première situation de tout à l'heure ou est-ce que c'était la deuxième situation? D'accord? Donc, essayez de réfléchir à ceci. De O à M2, est-ce que je suis dans le cas où A et B vont dans le même sens ou alors A et B vont en sens contraire? Donc, mon A et mon B, rappelez-vous, dans cet exercice-là, le A, c'est la lumière, le B, c'est le support de l'interféromètre. Et je suis de O à M2. De O à M2. Donc, la lumière va de O vers M2. Et le support de l'interféromètre va de où à où? Alors, j'ai Victor qui me dit première situation et j'ai Simon qui dit sens contraire. Alors, il faut que j'aille revoir la première situation, c'était sens contraire. Donc, vous dites la même chose en fait. Vous dites la même chose, vous dites que ça va en sens contraire. De O à M2, ça irait en sens contraire. Et donc, si je vous suis, de M2 à O, ça irait dans le même sens. C'est validé par tous? Alors, Victor rectifie. Victor rectifie. Simon. Non, il ne faut pas l'être, tu vas voir. Alors, je reprends, regardez bien, regardez ma souris, hein, de O à M2. La lumière de O à M2, elle va dans ce sens-là. Je vais de O à M2, donc la lumière se déplace dans ce sens, c'est-à-dire vers la droite. Et le support de l'interféromètre qui est posé sur la Terre, regardez, il se déplace où aussi, puisqu'il est fixe sur la Terre, il se déplace comme la Terre vers la droite. Donc, ils vont tous les deux vers la droite. Donc, tous les deux vont dans le même sens. OK? Donc, ça reprend la deuxième situation. J'espère qu'il n'y a pas de difficulté, hein. Je n'en vois pas, donc j'espère que c'est bon pour tout le monde. Deuxième situation, on l'a fait, d'accord? Je ne vais pas revenir là-dessus. Ça veut dire que la deuxième situation montrait que c'est là où on avait la vitesse la plus faible puisqu'il y avait une soustraction. Donc, je reprends la formule. La vitesse de A par rapport à B, mon A c'est L, mon B c'est S. Et la vitesse de A par rapport à T, c'est-à-dire la vitesse de la lumière par rapport au référentiel d'étude qui est l'éther maintenant, moins la vitesse de B qui était donc notre support par rapport au référentiel ici d'étude qui est l'éther. Donc, la vitesse de la lumière par rapport à l'éther, on m'a dit de la noter C. La vitesse du support par rapport à l'éther, on m'a dit de la noter V, c'est la vitesse de la Terre. D'accord? Donc, j'ai trouvé C moins V, OK, pour aller de O à M2, la vitesse de la lumière par rapport au support vaut C moins V. D'accord? Donc, la vitesse de la lumière n'est pas C, hein, c'est ce que vous êtes en train de dire. Tiens, la vitesse de la lumière par rapport au support, ce serait C auquel j'ai enlevé V. Donc déjà là, vous devriez être en train de vous dire, ben mince, on n'a jamais dit que la vitesse de la lumière, c'est moins de 300 000. Et pire, allons voir la suivante. De M2 à O. De M2 à O, c'est sur le retour. D'accord? Une fois que la lumière a frappé le miroir et se réfléchit sur le miroir, elle repart en sens inverse. Donc la lumière fait le trajet M2O, donc vers la gauche, alors l'interféromètre, lui, est toujours solidaire de la Terre et se déplace avec elle sur son orbite autour du Soleil, donc vers la droite. D'accord? Donc, je suis dans le cas où les deux systèmes considérés vont en sens inverse et c'est la première situation. D'accord? Première situation. Là, pareil, je fais un copier-coller directement de ce que j'ai écrit plus haut. Je sais alors qu'il y a addition des vitesses, hein, puisque le sens inverse génère un signe moins quand je projette, moins par moins devient plus. Bref, je ne reviens pas là-dessus. Et donc là, je vois que dans ce cas ici, le retour, eh bien, la vitesse de la lumière par rapport au support, ce serait plus que la vitesse de la lumière dans l'éther, c'est plus V. OK. Donc voilà ce que disent les scientifiques de l'époque une fois qu'ils font donc la théorie qui va avec leur dispositif expérimental. Voilà ce qu'ils calculent. On continue. La deuxième partie de la question était écrire la vitesse, c'est fait. Exprimer la durée mise par la lumière pour effectuer le trajet O M2O. Donc, je veux savoir
comment exprimer cette durée pour que la lumière fasse l'aller-retour O, M2O. D'accord? Et on vous dit que remarque-t-on? Donc on y va. Comment calculer taux 2, la durée pour que la lumière puisse faire O, M2O? Eh bien, c'est tout simplement, pareil, je vous l'ai déjà écrit, c'est la durée mise par la lumière pour aller de O à M2, plus la durée mise par la lumière pour faire le retour. D'accord? Tout simplement. Bon, ben, comment exprimer la durée pour aller de O à M2? Qui tente un truc? Allez, une durée, je repars sur les fondamentaux. Comment je calcule une durée? Tout le monde doit avoir la relation en tête. Aïe, Chloé. Aïe, ça fait mal, Chloé. Attention. Ou Victor, lui, il prend pas de risque. Donc, ok, tu as raison, Victor, sur la distance. Maintenant, il faut sortir la durée. Donc, D sur V, très bien pour Franck. Donc, c'est D sur V. Quelle est la distance ici? Que ce soit de O à M2 ou de M à O, la distance, regardez sur le schéma, elle est notée grand D. Donc, je vais l'appeler grand D et je vais diviser par la vitesse. Et la vitesse, c'est celle que je viens d'exprimer. D'accord? Donc, je vous le fais apparaître ici. C'est la vitesse de la lumière donc par rapport au support, hein, puisque je suis ici, donc je parle de la lumière qui se déplace par rapport au support. Donc j'utilise la relation D sur V. D, c'est la distance grand D. V, c'est la vitesse que je viens d'exprimer. Donc c'est pas la même pour aller de O à M2 et c'est pas la même pour aller de M2 à O. C'est pour ça que j'ai différencié ici. D'accord? Donc ensuite, je fais que reprendre ce qu'on a écrit plus haut. Donc, c'est D sur C moins V plus D sur C plus V. C'est ce que l'on m'a exprimé. C'est que des maths. D'accord? Il n'y a pas de difficulté. Du coup, quand vous faites ce calcul, pour ne pas avoir deux fractions, d'accord, j'ai mis tout ça sous la même fraction. Donc, pour ça, il faut réduire au même dénominateur. Je fais C moins V fois C plus V. En bas, vous aurez donc du C carré moins V carré. Hein, rappelez-vous, C plus V fois C moins V, c'est C carré moins V carré. Et en haut, je vous laisse le faire, mais je crois que je vous l'ai écrit. D'accord? Voilà ce que ça fait. Donc, quand vous développez ici, vous allez avoir les D fois V qui vont s'annuler. Il va donc rester DC plus DC, donc ce qui fait 2DC. OK, donc des maths, aucun intérêt. La seule chose intéressante ici, on vous dit, remarque-t-on? Eh bien, on remarque que la durée ici, elle dépend de cette vitesse de la Terre par rapport à l'éther. Donc, ça va permettre de calculer la vitesse de la lumière par rapport à l'éther, d'accord? Et de voir que donc cette durée en dépend. Donc, les scientifiques de l'époque s'attendent complètement à voir une différence qui vient du fait que le temps ici pour effectuer le trajet ON2 dépend de la vitesse de la lumière, de la Terre par rapport à l'éther. Donc, on va pouvoir mettre en évidence cette présence d'éther. On continue les questions. Lorsque la lumière passe par le chemin OM1O, elle est nettement moins affectée par le vent d'éther car la direction OM1 est normale à V. D'accord? Si je reprends le schéma ici, dans cette direction-là, eh bien, je ne suis pas du tout, ou je vais dire, je suis moins gênée par le vent d'éther parce que la vitesse ici de la Terre est perpendiculaire à cette direction-là. Donc ici, l'influence sera moindre. Bref, on vous raconte que la différence entre les durées des deux trajets OM2O et OM1O est égale à ce machin-là. Alors, pour ceux qui aiment les maths, ça se démontre. D'accord? Ceux qui seraient intéressés par la démonstration, j'ai qu'à scanner un document, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Donc, ce n'est pas le lieu ici, ce n'est pas le but de démontrer ça, mais vraiment, si quelqu'un ça l'intéresse, je peux vous l'envoyer. Stéphane, tu demandes la parole. Tu as une question ou c'est une erreur? Ok, pas de souci. Alors, donc, si on arrive à faire, on vient de calculer taux 2, si on calcule taux 1, donc par un calcul que l'on ne fait pas aujourd'hui, on vous dit que la différence entre les deux durées s'exprimerait de cette façon-là. D'accord?
Donc, encore une fois, on voit que dans taux apparaît la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. Les deux faisceaux à leur rencontre sur le détecteur présentent donc un décalage temporel. Je me rends compte que le faisceau qui est passé tout droit en tapant sur le miroir M2 et le faisceau qui est monté vers le miroir M1, une fois qu'ils se superposent, il y a un retard qui s'est fait entre ces deux ondes. Et qui dit retard dit différence de marche et donc dit interférence. D'accord? Donc, j'ai un phénomène d'interférence. Et on vous dit, première question, vérifiez que taux a les dimensions d'une durée. Donc, il faut vérifier que ce machin-là, plutôt que de vous le faire démontrer, on vous demande de vérifier juste que c'est bien homogène à une durée. Alors ça s'appelle faire de l'analyse dimensionnelle. Je vous ai dit, hein, c'est hyper puissant de faire de l'analyse dimensionnelle. Donc, on va le faire à l'envers, vérifier que cette relation est homogène. Donc, on remplace ici les grandeurs par leurs unités. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, la distance est en mètres. Les vitesses, que ce soit V, la vitesse de la Terre, ou la vitesse de la lumière, c'est en mètres par seconde. Je n'oublie pas, bien sûr, les puissances ici, au carré, au cube. Donc, vous allez avoir du mètre fois du mètre carré en haut et du mètre au cube en bas. Donc, si vous regardez, les mètres vont se simplifier. Pour les secondes, vous allez avoir du second moins 1 au carré, c'est du second moins 2. Du second moins 1 au cube, ça fait du second moins 3. Donc, les mètres cubes se simplifient. Seconde moins 2 sur seconde moins 3, ça fait seconde moins 2 moins moins 3. Donc, seconde moins 2 plus 3. Donc, seconde puissance 1. C'est bien la dimension d'une durée. C'est bien des secondes. D'accord? Ensuite, on vous demande de calculer sa valeur. Donc, il suffit de prendre les données de l'énoncé. Donc, cette question pouvait être faite sans problème. Il n'y avait pas de raisonnement particulier. Donc, je remplace par les valeurs que l'on me donne. La distance, je vous ai dit, hein, le bras de l'interféromètre mesurait 10 mètres. Ce n'est pas une blague. Donc, ils ont fait un dispositif expérimental extrêmement conséquent. Donc, vous faites 10 fois la vitesse de la Terre, la vitesse de la lumière, et vous trouvez 3,3 10-16 secondes. Donc, en fait, l'onde qui est partie tout droit et l'onde qui est montée se réfléchir sur le miroir d'en haut se superposent à leur retour, mais présentent un décalage de 3,3 10-16 secondes. D'accord? Du fait, d'accord, de ce vent d'éther. Donc, question suivante, comparer la valeur de taux à la période d'une radiation de longueur d'onde dans le vide lambda égale 500 nanomètres. Justifier l'utilité d'un dispositif d'interférence pour mesurer le décalage attendu. Donc, je réponds, là aussi, on peut répondre sans raisonnement particulier. On compare la valeur de taux, donc le taux que l'on vient de calculer, le 3,3 10-16 secondes, à la période d'une radiation de longueur d'onde dans le vide. Alors, comment on calcule la période T, d'accord? Il faut se rappeler des formules. On en a parlé la semaine dernière. Lambda égale, vous vous souvenez? Allez, j'attends 2 secondes. Lambda égale non, je ne l'ai pas. Donc, le voilà. Lambda égale C sur nu. Merci Fanny. C sur nu. Nu, c'est la fréquence dans le cas d'une onde électromagnétique. Hein, d'accord? Pour les ondes mécaniques, je vous rappelle qu'on a notre F. Donc, ne vous trompez pas. Nu ou F, c'est une fréquence. Et nu, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, vous avez lambda égale CT. D'accord? Donc, on me demande de comparer taux à la valeur de la période. Donc, il faut d'abord calculer la période. Donc, j'en déduis T, d'accord, en sortant de l'expression du dessus, en faisant lambda sur C. Lambda, c'est 500 nanomètres, donc 510-9. C, c'est 3,10 puissance 8. Et donc, vous faites ce calcul et vous trouvez que c'est égal à 1,7 10-15 secondes. Et comme il faut comparer les deux, ben, vous vous rendez compte que c'est 5 fois 3,3 10-16 secondes. C'est 5 fois tôt. Alors, ce décalage temporel qu'il y a entre ces deux ondes qui vont se superposer et vont générer une figure d'interférence, 3,3 10-16 secondes, il est impossible de le mesurer, d'accord? Ce taux-là, 3,3 10-16 secondes, il est impossible de le mesurer avec les instruments de l'époque. On ne sait pas faire. Par contre, ce décalage est infime, il est tout petit, mais il va provoquer
sur la figure d'interférence un système de franges, et ça, je peux l'observer. D'accord? Donc, il est trop infime pour être directement mesurable par une horloge. Par contre, il va entraîner un décalage du système de franges de 1/5 d'interférence, ce que l'on doit pouvoir voir grâce à l'interféromètre. Donc, où est-ce que j'en suis? Quelle a été l'idée géniale faite par Michelson et Morley? Donc, ils font leur expérience, d'accord? Donc, dans le cas normal, j'ai un système de franges d'interférence. Et puis, ils se sont dit, bah, maintenant, tournons cet interféromètre. Regardez, la table est ici tournante. Donc, tournons. Du coup, je devrais observer une figure d'interférence qui est modifiée parce que les calculs que nous avons faits dans ce cas-là ne sont plus valables quand je tourne, puisque quand je tourne, eh bien, il y a une modification ici du temps, une modification du temps ici aussi. L'inclinaison n'est plus la même. On va se passer des calculs, mais on va comprendre effectivement qu'il va y avoir une modification de ce décalage temporel. Et qui dit une modification du décalage temporel dit une modification de la figure d'interférence, puisque la Terre ne se déplace pas dans les terres de la même façon ici sur cet axe-là ou sur cet axe-là. Je suis dans la direction du vent des terres, je suis perpendiculairement ici à la direction du vent des terres. Donc, Michelson et Morley ont fait tourner leur table. Donc, pour la faire tourner de la manière la plus simple possible, éviter toute vibration, ils avaient posé ce grand dispositif qui fait 20 mètres, du coup, 20 mètres de long, sur un bassin rempli de mercure liquide, d'accord? Donc, c'était une énorme expérience. Ils ont travaillé 6 ans dessus. Ils l'ont fait tourner dans tous les sens. Ils ont fait des mesures précises. Donc, observer cette figure d'interférence et quelle que soit l'orientation de l'interféromètre par rapport à la Terre, eh bien, rien n'y faisait. La figure d'interférence n'était jamais, jamais modifiée. Le décalage temporel que je ne peux pas mesurer avec une horloge n'était absolument pas visible, ne se manifestait pas sur la figure d'interférence. Ils étaient super perplexes, très embêtés. Pour eux, c'était une expérience négative, une expérience qui n'avait concluante, qui ne servait à rien. Ils n'avaient pas réussi à calculer la vitesse de déplacement de la Terre par rapport à l'éther. Ils ne voyaient pas de modification, quelle que soit justement l'orientation de leur interféromètre. Donc, je finis en lisant le document 3, la fin du document 3 que j'avais laissé tout à l'heure. Bien que l'expérience fut répétée à de nombreuses reprises, aucune variation significative ne fut jamais détectée. Les terres semblaient immobiles par rapport à la Terre, ce qui était très improbable étant donné la course compliquée de la Terre autour du Soleil. Quelle est la conclusion de tout ceci? J'arrive donc à la dernière question. Déduire du document la conclusion de l'expérience menée par Michelson et Morley sur la validité de l'hypothèse de l'éther. Alors, Michelson et Morley ne l'ont pas compris. Pour eux, l'expérience n'avait pas été suffisamment précise. Ils essayaient de trouver toutes sortes d'erreurs pour justifier le fait qu'ils n'aient pas vu de différence au niveau de la figure d'interférence. C'est Einstein qui va arriver donc en 1905 et qui va dire en fait, cette expérience, elle n'est pas du tout ratée. Elle n'est pas du tout ratée. Au contraire, elle est révolutionnaire, cette expérience. Elle montre en fait que cet éther n'existe pas, tout simplement. Cet éther n'existe pas et la vitesse de la lumière mesurée sur la Terre ne dépend pas du mouvement de celle-ci. En fait, ce que l'on a écrit comme les lois de composition de la vitesse qui s'appliqueraient à la lumière, ici, je vous le rappelle, sont fausses. La vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel, il n'y a pas d'éther. Ce C-V sur C plus V sont fausses ici. D'accord? Ces relations ne sont fausses. La loi de composition des vitesses ne s'applique pas à la vitesse de la lumière. Cette conclusion constitue le deuxième postulat d'Einstein, énoncé en 1905. La vitesse de propagation de la lumière dans le vide est indépendante du mouvement de la source lumineuse. Elle est invariante dans tout changement de référentiel galiléen. Donc voilà,
Cette activité documentaire qui est maintenant finie, je la laisse de côté, vous pouvez l'oublier. Pour ceux qui ont un petit peu compris, voilà, c'est bien. Ceux qui n'ont pas bien compris, c'est pas grave, ça ne met pas du tout en péril la compréhension future de cette leçon. D'accord? Voilà, j'étais partie de cette expérience historique de Michelson et Morley pour montrer aussi le cas d'une expérience on croit qu'elle est nulle, qu'elle est négative, qu'elle ne sert à rien. Et au contraire, cette expérience a été majeure dans l'avancement de la compréhension du monde. Alors, du coup, non, on ne va pas le voir. Et Victor, c'est un postulat. Et postulat d'Einstein, qu'est-ce que c'est un postulat, tiens d'ailleurs? C'est une hypothèse. Alors, une hypothèse, oui, une hypothèse que l'on considère juste, un postulat. On postule que, on affirme, d'accord? Ce n'est pas démontré par l'expérience. Donc voilà, on part sur l'idée parce que l'expérience a montré que de toute manière, eh bien, on ne montrait pas que la relativité du mouvement s'appliquait à la vitesse de la lumière. Quand on fait le V-C, V plus C avec la vitesse de la lumière, on se rend compte que les résultats expérimentaux ne prouvent pas, ne confirment pas ce que l'on attend par la théorie. Donc, c'est qu'il y a un souci. Eh bien, Einstein résout le problème en disant, en fait, eh bien, la composition des vitesses ne s'applique pas pour la loi de la lumière, pour la vitesse de la lumière, elle est invariante, quel que soit le référentiel. Alors, partant de là, on va maintenant pouvoir faire l'activité documentaire 2, et c'est sur celle-ci qu'il faut vraiment s'appuyer. Elle est importante et normalement, elle vous permet de comprendre toute la leçon. On pourrait résumer la leçon presque à cette activité documentaire-là. Alors, on y va. L'invariance de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide impose de reconsidérer nos notions intuitives sur le temps. Alors, pour l'instant, ça ne vous paraît peut-être pas évident, mais vous allez comprendre pourquoi. Un phénomène a-t-il la même durée si on l'étudie dans deux référentiels différents? C'est la question que l'on va se poser donc, dans ce grand temps. La relativité du temps. On avait parlé de la relativité du mouvement en secondes et ça ne vous a posé aucun problème. Aujourd'hui, on parle de relativité du temps. Alors, allons-y. Einstein était un théoricien et imaginait souvent des expériences de pensée et c'est plutôt utile dans ce domaine-là. Il s'agit d'expériences imaginaires parfaitement irréalisables, mais dont il est facile de deviner le résultat. On envisage l'expérience de suivante. Dans le wagon d'un train, on a placé une enceinte où on a fait le vide. Cette enceinte contient une source d'éclair lumineux placée au sol et un miroir placé à la verticale de cette source à une distance h. Alors essayez donc du coup d'imaginer à quoi ça correspond, quelle est l'expérience qui correspond. Visualisez ça dans votre tête. Ce wagon passe devant la gare avec une vitesse V constante. Dans le wagon, un dispositif avec une horloge très précise permet de mesurer la durée, delta T dans le wagon, de propagation de l'éclair depuis son émission jusqu'à son retour au point de départ. Et sur le quai de la gare, on a également un dispositif avec une horloge tout aussi précise qui permet de mesurer la durée, delta T dans la gare, du même trajet aller-retour cet éclair-là. Alors, dans la question suivante, on va vous demander de faire un schéma. Alors, nous aurions été en cours, je ne vous aurais pas distribué l'intégralité de l'activité documentaire et vous n'auriez pas vu le schéma qu'il y a sur la page d'après et qui permet de répondre à la question. C'est pour ça que je vous disais, en le lisant, essayez d'imaginer ce qui se passe. Donc, voilà, une fois que j'ai schématisé l'expérience, je comprends très, très vite ce qu'on va me demander par la suite. Si je suis dans le wagon, regardez ce qui va se passer. J'ai donc mon enceinte là qui émet des éclairs. L'éclair est émis, va taper ici sur, je ne sais plus ce qu'on a dit, un miroir ou je ne sais plus quoi. Bref, il se réfléchit et il revient sur la source. D'accord? Je suis ici dans le wagon et je mesure la durée mise par l'éclair pour faire cet aller-retour. Si maintenant je suis observateur sur le quai de la gare, regardez, je suis observateur, j'ai la chance d'avoir des super pouvoirs qui me permettent de voir à travers le train ce qui se passe. Je vois effectivement donc cette source qui va émettre mon éclair et cet éclair va effectivement se propager vers le haut. Et n'oubliez pas qu'en même temps, le train se déplace vers la droite. OK? Donc, de ma place, voilà ce que je vais voir pour le trajet du rayon lumineux.
il va se déplacer en montant, il va se réfléchir et va rejoindre la source. Mais comme la source se déplace, et le rayon se déplace aussi. Voilà. J'espère que ça, c'était vraiment le point clé de l'exercice. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc là, je suis dans le wagon. Là, je suis bien sur le quai. On voit ça au fait que le train est fou. Hein, donc, on voit qu'il se déplace. Oui, bien sûr que c'est une hypothèse, Victor. Et bien sûr qu'il va très vite le train. Et bien sûr que je suis incapable de décomposer le trajet fait par la lumière parce que moi, à peine je regarde, déjà, il est retourné à la source. D'accord? Donc, on imagine qu'on est dans une super série avec des super pouvoir magique. D'accord? Donc, en tout cas, cette expérience de pensée, je la comprends. D'accord? Je n'ai pas le pouvoir de voir à travers le train, je n'ai pas le pouvoir de voir la lumière puisqu'elle se déplace très très vite, le train également, mais j'imagine que c'est bien sûr ce qui va se passer. Alors, on continue sur les questions. D'après le postulat d'Einstein, la vitesse de la lumière dépend-elle du référentiel? Moi, j'espère que tout le monde a compris ça. J'ai dit, on peut oublier l'activité doc 1, mais par contre, on n'oubliera pas la conclusion. Donc, que dit Einstein? La vitesse de la lumière dépend-elle du référentiel? Non, évidemment. D'accord? Donc, non. Je ne sais pas, Chloé, si tu mettais oui à ma réponse, j'espère que non. Hein, donc, la vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel. C'est la seule pour laquelle c'est comme ça. Pour la vitesse de n'importe quel système, il y a cette espèce de composition des vitesses qui s'applique, hein, bien sûr, sauf pour la vitesse de la lumière. Dans quel référentiel la lumière laser va-t-elle parcourir une distance plus importante? Allez, je reviens sur le schéma. Dans quel référentiel la lumière parcourt-elle une distance plus importante? Là aussi, je pense que tout le monde peut répondre sans se tromper. Est-ce que c'est dans le référentiel du wagon que la lumière parcourt une distance plus importante ou dans le référentiel de la gare, c'est-à-dire vue du quai de la gare? Ok, très bien. Pour ceux qui répondent, très bien, vous avez compris. C'est du point de vue de la gare, quand je suis sur le quai, que je vois bien que la lumière va devoir parcourir une distance plus grande. Ça marche. Je continue. Quelle va en être la conséquence sur la durée de propagation de cette lumière? Quelle va en être la conséquence sur la durée de propagation de cette lumière? C'est très important. Là aussi, on arrive au point clé. Allez, dites-moi, j'attends vos retours. La durée va être plus longue sur l'horloge de la gare. Alors, Chloé propose cette réponse. Est-ce qu'elle convient aux autres? Très bien, Élise, j'aime bien que tu aies rajouté si la vitesse de la lumière est constante. Et effectivement, on peut même enlever le si. J'aurais même mis puisque la vitesse de la lumière est constante. Ça, c'est le postulat d'Einstein. Donc, très juste. C'était bien de préciser ça. Donc, effectivement, vous avez delta T égale D sur C, hein, puisque là, on parle de lumière, donc D sur C. Puisque C est la même, eh bien, si D est plus grande, delta T sera plus grande. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, ici, sur le quai de la gare, si je mesure la durée pour la lumière pour qu'elle puisse faire l'aller-retour, cette durée sera plus grande vue de la gare que vue du tram. Ok, puisque la distance à parcourir est plus grande. Du coup, question d'après, on parle de dilatation du temps. Quelle observation est concernée par ce phénomène? Alors, pour ceux qui ont fait un petit peu de vulgarisation scientifique en termes de relativité, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, le terme dilatation des durées, pour caractériser ce qu'on appelle la relativité. D'accord? Eh bien, quel observateur ici est concerné par ce phénomène? Pour quel observateur y aura-t-il un temps plus long, donc une dilatation du temps, un temps qui s'écoule différemment, celui de la gare? D'accord? Très juste. Alors, voici la réponse. Du coup, j'ai tout mis sous forme donc, de ce paragraphe-là. Pour un observateur sur le quai de la gare, la durée mise par la lumière pour faire l'aller-retour sera plus longue que pour un observateur situé dans le train. En effet, selon le postulat d'Einstein, la vitesse de la lumière est la même dans tout référentiel galiléen. Le train est en mouvement continu et uniforme.
c'est un référentiel galiléen, d'accord? Donc là, j'attire votre attention sur le fait qu'un référentiel galiléen, c'est un référentiel qui est en mouvement rectiligne et uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen. Eh bien, comme la vitesse est constante, la durée est plus longue. Donc, vu de la parcourt une distance plus longue, comme elle se déplace à la même vitesse, elle met forcément plus de temps. Donc, le mouvement va provoquer un ralentissement du temps. Un ralentissement du temps pour ce qui se passe dans le train, une dilatation des durées pour ce qui se passe sur le quai de la gare. Donc, toujours à cette petite expérience de pensée, c'est facile de l'avoir en tête, de la visualiser et de se dire, ah ouais, ok, dans le train, le temps la durée mesurée sera plus courte que sur la gare où la durée mesurée sera plus longue. D'accord? J'espère que cette première partie est comprise par tout le monde, par tout le monde. Je vais en fait m'arrêter là parce que je pense que c'est suffisant pour cette heure de relativité. Maintenant, je vous invite à finir l'activité documentaire 2 si vous ne l'avez pas fini pour aujourd'hui. Peut-être que d'avoir commencé, ça vous aide. D'accord? Donc, j'attends que vous finissiez cette activité documentaire pour jeudi. Et pour ceux qui le souhaitent, vraiment pour ceux qui souhaitent, j'ai mis aussi 2 exercices à faire pour jeudi. D'accord? Pour tester, voir si vous avez un petit peu commencé à comprendre ou pas du tout. On s'est fait retourner le cerveau. C'est pour ça que je vais m'arrêter. Vous réfléchissiez un peu à tout ça. D'accord? Donc, réfléchir, ok, ralentissement du temps, dilatation des durées, dans quel référentiel, Riyad? Il va falloir que tu te poses la question. Ok, c'est dans quel référentiel qu'il y a eu un ralentissement du temps? Dans quel référentiel il y a eu une dilatation des durées? Voilà, posez-vous, d'accord? Posez-vous, prenez le temps. Juste avec ce grand temps-là, on a déjà beaucoup avancé. Donc, reprenez ce grand temps. Si vous voulez, je vous mets le corrigé. Ce corrigé-là, je le mets en intégralité sur le cahier de texte. N'allez pas voir les autres questions que vous devez préparer, hein, sinon vous perdez l'intérêt de la séance de jeudi. Donc, mais au moins, tout ce que j'ai fait apparaître ici, vous pouvez vous y appuyer pour y revenir et essayer de comprendre. D'accord? Voilà, c'est ça. La prochaine étape, c'est voyage dans le temps. Tu crois pas si bien dire, Victor. Vous avez un petit exercice sur la planète des singes, d'ailleurs, pour ceux qui auraient vu le film. Donc, j'ai mis un des 2 exos, c'est sur la planète des singes. D'accord? Allez, testez vos compétences, testez votre compréhension du phénomène. Et sinon, ne vous inquiétez pas à ce stade-là. Si vous n'êtes vraiment pas sûr de vous, c'est tout à fait normal. Et c'est que ma première heure. Hein. Donc, ça va arriver petit à petit. Je vous souhaite une bonne journée. Bon appétit.